Los Angeles, 1925. Philip Marlowe avait 22 ans et portait encore l'uniforme bleu marine du LAPD avec une fierté qui ne tarderait pas à se fissurer. Fils d'un ouvrier irlandais mort dans un accident de chantier quand Philip n'avait que 16 ans, il avait rejoint la police avec l'idée naïve qu'il pourrait faire la différence, nettoyer les rues, protéger les innocents. Sa mère, couturière aux doigts usés par les aiguilles, l'avait regardé partir ce matin-là avec dans les yeux cette lueur d'espoir mêlée d'inquiétude que portent les mères quand leurs fils embrassent des causes dangereuses. Le quartier de Buncrill était encore respectable à l'époque. Ces maisons victoriennes n'avaient pas encore cédé la place aux tours de verre et d'acier. C'est là que tout a basculé pour Marlowe, dans une de ses demeures à Tourelle où habitait Eleanor Castleton, veuve d'un magnate du pétrole, femme de 60 ans aux cheveux argentés et aux yeux d'un bleu déteint par les larmes. L'affaire avait commencé simplement, des cambriolages répétés chez Mrs. Castleton. Rien de très précieux ne disparaissait, quelques bijoux sans grande valeur, un peu d'argent liquide, parfois juste de la nourriture. Le sergent Murphy, un Irlandais au bajoux rougeaude qui sentait perpétuellement le whisky, avait confié l'enquête à Marlowe avec un haussement d'épaules blasé. Probablement des gamins du coin. Fais le tour, écris un rapport, et on classera le dossier. Mais Philip Marlowe n'était pas Murphy. Il avait frappé à la porte d'Eleanor Castleton par un après-midi de novembre où la brume montait du Pacifique comme un linceul gris. La vieille dame l'avait accueilli avec un thé Earl Grey et des petits gâteaux secs, dans un salon qui sentait la lavande et la solitude. Elle lui avait parlé de son mari, mort 3 ans plus tôt, de cette maison trop grande pour elle seule, de ces bruits nocturnes qui la réveillaient en sursaut. « Je ne vous mens pas, officier Marlowe », avait-elle dit de sa voix tremblante. « Il y a quelqu'un dans cette maison la nuit. Quelqu'un qui connaît les lieux. » Philippe avait d'abord pensé aux hallucinations d'une femme âgée, aux fantômes que crée la solitude. Puis il avait remarqué les détails, la serrure de la porte de service qui portait des traces d'effraction habilement masquées, les empreintes de pas dans la poussière du sous-sol, trop petites pour être celles d'un homme adulte. L'enquête l'avait mené jusqu'à Tommy Castellano, 13 ans, fils d'une famille mexicaine chassée de son logement par un propriétaire véreux du centre-ville. Le gamin vivait dans les rues avec sa petite sœur Maria, 8 ans, depuis que leur mère était morte de la tuberculose et que leur père avait disparu, probablement retourné de force au Mexique par les autorités. Tommy s'introduisait chez Mrs. Castleton non pas par vice, mais par nécessité. Il prenait juste de quoi survivre, lui et sa sœur. Philippe les avait trouvés, blottis dans une remise abandonnée de Boyle Heights, 2 enfants aux yeux trop grands dans des visages amaigris. Tommy l'avait regardé avec cette fierté farouche des pauvres qui refusent la pitié, prêts à se battre jusqu'au bout. Maria serrait contre elle une poupée de chiffon effiloché, seul vestige de leur ancienne vie. « Tu vas nous arrêter ?» avait demandé Tommy en espagnol, puis en anglais cassé. Philippe avait regardé ces 2 enfants qui survivaient dans une ville qui ne voulait pas d'eux, dans un pays qui les considérait comme des intrus. Il avait pensé à la loi, à son devoir, à son serment. Puis il avait pensé à sa propre enfance après la mort de son père, aux nuits où sa mère cousait jusqu'à l'aube pour payer le loyer, à la faim qui tenaillait le ventre quand l'argent manquait. « Non », avait-il répondu. « Je ne vais pas vous arrêter. » Au lieu de cela, Philip Marlowe avait fait quelque chose qui changerait le cours de sa vie. Il était retourné voir Eleanor Castleton et lui avait raconté la vérité. Toute la vérité. Il s'attendait à de la colère, à des exigences d'arrestation immédiate. Au lieu de cela, la vieille dame avait pleuré. Ces pauvres enfants. Mon Dieu, dans ma propre ville. 3 jours plus tard, Tommy et Maria Castellano emménageaient dans l'ancienne chambre de service de la maison Castleton. Eleanor avait trouvé en eux la famille qu'elle n'avait jamais eue, et eux avaient trouvé en elle la grand-mère que la vie leur avait refusée. Philippe avait rédigé un rapport mentionnant que les cambriolages avaient cessé, sans préciser les circonstances exactes. Mais Murphy n'était pas dupe. Et Murphy avait des relations avec Amos Buchanan, un promoteur immobilier qui lorgnait depuis longtemps sur la propriété Castleton pour y construire des appartements bon marché. Buchanan avait besoin que la vieille dame parte, d'une façon ou d'une autre. « Tu as fait une connerie, mon garçon », avait dit Murphy à Philippe dans le vestiaire du commissariat. « Buchanan veut cette maison. Il m'a promis $500 si j'arrivais à faire partir la vieille. Tu viens de compliquer les choses. La justice ne se monnaie pas, sergent. » Murphy avait ri, un rire gras et cynique. « La justice ? Tu crois encore à ces conneries ? Cette ville appartient à ceux qui ont les moyens de la payer. Tu ferais mieux de la prendre vite. »
Philippe avait découvert l'ampleur de la corruption quelques semaines plus tard. Murphy et une douzaine d'autres flics étaient sur la liste de paix de Buchanan. Le promoteur ne se contentait pas de corrompre, il intimidait, menaçait, et quand cela ne suffisait pas, il agissait. Eleanor Castleton avait reçu des lettres anonymes, ses fenêtres avaient été brisées, on avait empoisonné son chat. Le jeune Philip Marlowe s'était trouvé face à un dilemme qui le hanterait toute sa vie, respecter la loi telle qu'elle était écrite, ou respecter la justice telle qu'il la ressentait. Il avait choisi la justice. Une nuit de décembre, il avait attendu dans l'ombre que les hommes de main de Buchanan viennent convaincre Mrs. Castleton. Ils étaient 3, armés de barres de fer et de mauvaises intentions. Philippe les avait accueillis avec son Colt 38 et une détermination forgée dans la colère froide. « Vous êtes sur une propriété privée, messieurs. Je vous suggère de partir. » La confrontation avait duré moins de 5 minutes. 2 des hommes s'étaient enfuis, le 3e gisait inconscient dans les buissons de roses d'Eleanor. Philippe n'avait pas appelé de renfort. Il avait traîné l'homme jusqu'à la rue et l'avait laissé là, avec un message pour Buchanan griffonné sur un bout de papier: « La prochaine fois, j'aurai moins de retenue. » Murphy l'avait convoqué le lendemain matin. Dans son bureau qui sentait la sueur rance et les ambitions ratées, il avait regardé Philippe avec un mélange de colère et de quelque chose qui ressemblait presque à du respect. « Tu as tapé dans le nid de guêpe, mon garçon. Buchanan veut ta peau. Et moi, je peux plus te protéger. Je n'ai jamais demandé votre protection, sergent. Non, mais tu vas en avoir besoin. Ils vont te coincer pour agression. Ou ils vont monter un coup contre toi. Ou peut-être qu'ils vont directement s'occuper de toi dans une ruelle sombre. » Philippe avait démissionné de la police le jour même. Non pas par peur, mais par dégoût. Il avait compris que l'uniforme qu'il portait avec tant de fierté n'était qu'un déguisement dans une mascarade où les vrais criminels avaient pignon sur rue et où la justice se négociait au plus offrant. 3 mois plus tard, Philippe Marlowe ouvrait son cabinet de détective privé dans un petit bureau miteux de la 6e rue. Sa première cliente fut Eleanor Castleton, qui voulait qu'il surveille discrètement les allées et venues autour de sa propriété. Sa deuxième fut la femme d'un ouvrier qui soupçonnait son mari de la tromper. Sa troisième fut un homme d'affaires qui avait besoin de retrouver des documents volés. Philippe avait découvert sa vocation dans cette zone grise entre la loi et la justice, là où un homme seul, avec ses principes, pouvait encore faire la différence. Il avait appris que la morale n'était pas une question de règles écrites dans des livres poussiéreux, mais une boussole intérieure qui indiquait le nord, même quand tout le monde autour de vous prétendait que c'était le sud. Des années plus tard, quand les gens lui demanderaient pourquoi il faisait ce métier ingrat, Philippe Marlowe repenserait à Tommy et Maria Castellano, à Eleanor Castleton, à cette nuit de décembre où il avait choisi son camp. Il repenserait à Murphy et à Buchanan, à tous ces hommes qui pensaient que tout avait un prix. Il repenserait surtout à cette leçon fondamentale apprise à 22 ans, dans un monde où la justice était à vendre, un homme intègre n'avait d'autre choix que de devenir hors la loi, pour rester honnête.